Parfait. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, merci de participer à notre webinaire sur l'optimisation du credit management. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pauline Thibout et Caroline Drouard, qui sont respectivement Cap Recovery et R24. Et on va tenter, tant bien que mal, de vous montrer un peu tous les avantages clés qui résident dans le fait d'allier la technologie, la communication et l'expertise réglementaire pour piloter votre poste client et faire en sorte que vous ayez un maximum de performance, d'efficience, d'efficacité. On peut utiliser tous les mots qu'on voudra, mais en gros, que vous puissiez rentrer du cash, on va faire simple, rentrer du cash dans les délais contractuels, tout en préservant en arrière-plan une satisfaction client accrue et en ayant le plaisir de faire un métier et une fonction qui prend un essor très important au sein de pratiquement toutes les sociétés maintenant, bien sûr les grands groupes, les ETI, les PME, mais ça touche aussi les plus petites sociétés qui prennent conscience que le cash est une réalité. Et on va essayer aujourd'hui de vous montrer comment, en étant partenaire, on arrive à répondre à beaucoup de sujets et à vous apporter une solution qui fait ses preuves. Donc, je vais laisser la parole à Caroline qui va introduire le sujet et puis nous poursuivons. Merci Jérémy, bonjour à toutes et à tous. Je suis Caroline Drouard et je suis la responsable partenariat pour AR24. AR24 étant une filiale de Doka Post, la filiale numérique du groupe La Poste. En quelques chiffres, nous avons aujourd'hui plus de 70 000 utilisateurs actifs. Nous avons envoyé plus de 7 millions de recommandés en 2023. Et notre objectif, c'est vraiment à la fois de vous permettre de gagner du temps et, comme le disait Jérémy tout à l'heure, récupérer du cash encore plus rapidement et également vous permettre aussi de réaliser des économies sur vos frais postaux. Aujourd'hui, les problématiques qui sont soulevées ou remontées par les entreprises concernant l'envoi de courrier papier sont principalement les aspects chronophages, fastidieux, coûteux, sensibles et répondant aussi à un aspect réglementaire. Et donc, par rapport à ces problématiques rencontrées par vous, par les entreprises, AR24, en réponse à ces problématiques, propose l'envoi recommandé électronique. Alors, qu'est-ce que l'envoi recommandé électronique ou ERE? L'ERE répond à une réglementation qui est la réglementation européenne dite eIDAS. C'est l'article 43.1 de cette réglementation qui encadre l'envoi recommandé électronique. Et en clair, l'ERE permet de vous assurer que votre destinataire a bien reçu le courrier que vous lui avez adressé. Le parcours est 100% digital de l'envoi jusqu'à la réception et il vous permet donc de réaliser un envoi qui est à la fois sécurisé mais aussi tracé, comme je le disais, de l'envoi jusqu'à la réception. Alors, en termes de caractéristiques, l'envoi recommandé électronique AR24 donc, répond à différentes caractéristiques qui sont obligatoires. Tout d'abord, l'anonymat de l'expéditeur. Donc, quand vous envoyez un ERE, tant que le destinataire n'a pas accusé réception de son courrier, il ne connaît pas le nom de l'expéditeur. Si on fait un parallèle avec le courrier recommandé papier, on est dans les mêmes caractéristiques. Ensuite, l'horodatage qualifié. Donc, il faut savoir que l'ensemble de l'ERE, donc courrier, pièce jointe et preuve, bénéficie d'un horodatage qualifié. Le délai, le destinataire a 15 jours pour accuser réception, donc pour ouvrir son courrier. Là, on est dans le même délai qu'un recommandé format papier. La conservation pendant 10 ans par AR24, alors la réglementation impose 7 ans, mais AR24 conserve pendant 10 ans l'ensemble des courriers et des pièces jointes. Là aussi, encore une fois, par rapport à la version papier, vous n'avez pas besoin de garder toutes ces pièces en format papier, mais elles sont conservées donc pendant 10 ans par AR24.
Parce que, excuse-moi de te couper, Caroline, parce qu'effectivement, Bien dans sûr, les courriers recommandés classiques, il y a le petit papier rose, là, celui-ci, normalement, il faut le conserver pour prouver qu'il a bien été envoyé et la preuve signé, de c'est ça, dépôt et d'envoi, la preuve de, ouais, exactement, c'est ça. tout Donc, à ça fait. évite Et d'avoir là, ces bannettes où après on le retrouve jamais parce qu'on en a une quantité astronomique. c'est exactement ça. Là, en effet, c'est 100% dématérialisé, donc c'est aussi un gain de place, en fait, par rapport et plus confortable aussi pour les entreprises. La valeur probatoire, donc de la date d'envoi, là aussi c'est un aspect très important et on en reparlera tout à l'heure. Et le recueil du consentement, alors là aussi c'est un élément important. Aujourd'hui, avec l'envoi recommandé électronique, vous n'avez pas besoin en amont d'avoir le consentement du destinataire, ce qui est quand même aussi mieux dans le cadre, par exemple, de relance. Voilà. On imagine bien que obtenir le consentement pour réaliser des relances, c'est pas forcément très pratique. Évident, ouais. Le succès ne sera pas forcément au rendez-vous si c'était le cas. L'intérêt également de l'ERE, c'est que vous pouvez ajouter un lien de paiement dans le courrier. Donc ça engage encore plus le destinataire pour pouvoir régler directement sa créance. Et également, l'aspect intéressant, c'est que quand vous envoyez un ERE, donc comme je le disais, le destinataire a 15 jours pour ouvrir son courrier. Pendant ce délai de 15 jours, il va être relancé automatiquement jusqu'à 4 fois, ce qui va permettre d'augmenter le taux d'ouverture. Au niveau juridique, donc comme je le disais, le RE répond à l'article 43.1 de la réglementation européenne EIDAS, et le RE est vraiment adapté donc quand on veut s'assurer de la réception du contenu par le destinataire. La date d'envoi a une valeur probatoire et le contenu est certifié avec l'eurodatage qualifié. Au niveau recouvrement, ce qui vous intéresse particulièrement aujourd'hui, le RE, il répond, alors en fait, par rapport à la réglementation, par rapport au code civil et notamment à l'article 1344, qui indique que pour réaliser des relances ou des mises en demeure, le créancier doit mener des actes qui portent interpellation suffisante auprès du débiteur. Et c'est en ça que le RE est parfaitement adapté, puisque, comme je le disais, vous avez vraiment des preuves et une traçabilité de l'envoi jusqu'à la réception. Et donc, l'ensemble de ces preuves peuvent être tout à fait utilisées devant une juridiction. En termes de preuves, donc vous les retrouvez sur la partie droite de votre écran. Donc, quand vous envoyez un ERE, tout à l'heure Jérémy en parlait, la première preuve qui va être générée, donc c'est la preuve de dépôt et d'envoi, et c'est celle qui fait foi. C'est celle qui est la plus importante pour vous, puisqu'elle permet en effet de prouver que vous avez bien envoyé à telle date et à telle heure, grâce à l'eurodatage qualifié, un envoi recommandé électronique. Ensuite, en fonction de ce que va décider de faire le destinataire, bien sûr, ce seront les preuves qui seront en conséquence générées, donc la preuve de réception quand le destinataire a accusé réception de son courrier. La preuve de non-réclamation, c'est en fait dans les 15 jours dont il dispose, il n'a pas ouvert son courrier, parce que là, c'est une preuve, ce qu'on appelle une preuve de négligence qui va être générée. La preuve de refus, c'est que volontairement, le destinataire n'a pas souhaité accuser réception de son courrier. Et la preuve de non-distribution, c'est comparable à ce qu'on appelle le PND au niveau de la poste, au niveau de l'envoi courrier papier. C'est donc pli non distribué pour le courrier papier. Et là, c'est quand l'adresse mail est erronée. Donc l'envoi n'a pas pu être réalisé auprès du destinataire. C'est les mêmes preuves si on fait un comparatif, toujours avec le recommandé papier, on a également exactement les mêmes preuves, même type de preuves. Et donc, ces preuves-là sont bien conservées. En fait, on retrouve aisément telle preuve pour tel client et de tel envoi, en fait. Exactement. En ligne. Exactement, et via MyDSO Manager, mais tu en parleras après, en effet, vous pouvez télécharger
l'ensemble des preuves quand vous le souhaitez pour justement, voilà, l'intérêt c'est que quand vous en avez besoin, elles sont disponibles. Et ça peut servir notamment pour les assureurs crédits aussi, des fois qui demandent à ce que dans le contrat on ait bien fait à recommander, en tout cas qu'il y ait une trace d'une demande certaine et ferme d'être payée avant de déclarer le sinistre pour dire à l'assureur indemnise-moi. Exactement. Tout à fait. Donc pour résumer au niveau des bénéfices de l'ERE, déjà, bon, vous l'avez compris, l'aspect rapidité, donc un gain de temps, et par rapport à votre DSO, c'est quand même important, puisque quand vous envoyez un ERE, vous supprimez les délais d'acheminement postaux, qui sont en général entre 3 et 4 jours. Là, l'envoi d'une relance par ERE, il est immédiat. Donc le destinataire va recevoir immédiatement son courrier recommandé électronique dans sa boîte mail. Donc c'est un aspect vraiment très important, notamment sur la partie relance et recouvrement. Le côté pratique, puisque comme je disais, pas besoin d'avoir le consentement du destinataire, donc vous pouvez envoyer un ERE à n'importe quel destinataire, n'importe quel client. Voilà, il n'y a pas besoin de se poser la question en amont par rapport à ça. L'aspect économique aussi, l'ERE, c'est un tarif unique, quel que soit le nombre de documents que vous intégrez. Alors en fait, quand je dis quel que soit le nombre de documents, en réalité, c'est 256 mégaoctets par ERE. Ça correspond à 19 000 documents. Donc je pense qu'on peut parler de pièces illimitées. Ça laisse de la marge, on va dire. Exactement, et puis on n'a pas eu personne encore à envoyer de courrier recommandé électronique supérieur à ce point. Je défie la personne qui souhaite le faire. En tout cas, voilà, ça reste un tarif unique pour l'envoi. Le côté sécurisé, donc je le rappelle, en effet, on a vraiment la partie réglementation EIDAS, hein, donc on répond à cette réglementation européenne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'intégrité du contenu, c'est-à-dire que devant une juridiction, vous pouvez prouver que vous avez bien envoyé tel et tel document au destinataire, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous envoyez un courrier format papier. Et le côté enjeu environnemental aussi. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à vouloir être dans une démarche zéro papier. Enfin, en tout cas, de plus en plus d'entreprises souhaitent s'intégrer dans une démarche zéro papier. Donc là, en effet, le RE est aussi adapté à cet enjeu et répond à cet enjeu. Ouais, donc il y a quand même beaucoup d'avantages, parce que j'allais te poser la question justement par rapport à ça, si on devait faire un comparatif grossier entre tout ce qui se faisait avant, je dirais, en courrier, et ce qui maintenant avec le RE se fait de façon digitale. C'était les différences marquées, eh bien, elles sont là, hein, c'est ça, c'est vraiment. Et s'il y en a une ou deux dans le lot qui sont vraiment à un point fort, toi tu dirais quoi, Caroline, qui sont vraiment quelque chose qui donne un élan de plus par rapport à tout ce qui peut se faire manuellement? Alors, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ça va être vraiment l'aspect suppression des délais d'acheminement postaux. Parce que 3-4 jours, c'est important. Notamment quand on est dans une phase de relance, c'est un gain de temps non négligeable. Déjà, voilà, je mettrai ce bénéfice en avant. L'aspect économique aussi, hein, parce que c'est important. Aujourd'hui, l'envoi papier, courrier papier, ça devient de plus en plus cher. Et là, vraiment pouvoir bénéficier d'un tarif unique, quel que soit le nombre de documents, c'est aussi avantageux. Et j'avais... Donc oui, ça, c'est vraiment les 2 points. Ouais, non, mais effectivement, parce que c'est hyper important d'arriver à se dire, si je passe sur du digital, c'est quoi réellement là où je vais y gagner. Ça paraît évident, mais c'est pas mal de le rappeler. Et c'est vrai que le volet rapidité et gain économique et puis sécurisé, hein, parce que vraiment dans la recherche, c'est pour ça que tous les 6 points là que tu as listés sont hyper important, parce que même je recherche un document, ben je le retrouve facilement, il est archivé, on peut avoir des backups, en gros on n'est pas en train de se dire mince, où est-ce que j'ai rangé le dossier Tartampion, et aller chercher dans des boîtes à archives et peut-être ne jamais le trouver et puis avoir pas de preuve
réclamation, quoi. Oui, exactement. Et sur l'aspect économique, tu fais bien d'en parler, puisque l'aspect économique, c'est aussi l'archivage, puisque l'archivage, Oui, oui, on le sait, ça a un coût. c'est de la Là, place, c'est du c'est stock. intégré dans le RE, donc c'est quand même Ouais. important à prendre en compte aussi. Et j'ai une petite dernière question, si tu te permets, avant qu'on passe à Pauline sur le volet recouvrement judiciaire. C'est en fait, on parle est-ce que le RE peut arriver dans les spams? Parce que finalement, c'est un vrai sujet aussi avec le monde des emails interactifs et tout, et c'est de dire, ben, j'écris à mon, et finalement, vérifiez vos spams, c'est dedans, etc. Enfin, et ça, les gens le font rarement. Donc, est-ce que tu as je sais pas, une réponse là par rapport à la problématique de spam qui pourrait arriver sur ce type de communication? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, il faut savoir que moins de 0,01% de l'ensemble des notifications AR24, donc quand je parle de notifications, c'est l'ensemble des courriers recommandés électroniques AR24. Ouais, Je vous le disais tout ouais. à l'heure, il y en a eu près de 7 millions en 2023. Et donc sur ce volume, sur ce total, moins de 0,01% de ces notifications arrivent dans les spams. Donc autant dire D'accord, donc ouais, quasiment, il y a moins de, c'est clair. voilà, il faut savoir qu'AR24 vraiment a mis en place toutes les configurations techniques et exigées également par rapport à l'ANSSI et par rapport à la réglementation eIDAS pour justement que ce soit non seulement sécurisé, ça vous l'avez bien compris, mais aussi éviter ce type de problème. De problème. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Caroline, pour cette Avec plaisir. présentation de la solution AR24, dont on est très friand dans MyDSO Manager pour la proposer à nos clients dans le cadre de leur stratégie, c'est d'aller jusqu'au courrier recommandé et qui est maintenant, je dirais, l'avenir et c'est ce sur quoi il faut aller en priorité pour éviter de rester sur du papier, indépendamment même des aspects environnementaux que tu as listés et qui sont aussi une vérité. Il y a l'efficacité derrière, la performance, et c'est hyper important. Et on le constate tous les jours avec nos clients qui utilisent votre solution à travers le connecteur et qui arrivent à se faire payer, parce qu'au final, c'est ça, c'est rentrer du cash. Donc, juste pour nos auditeurs, oui, on est sur le même sujet, ouais. Pour nos auditeurs, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat qui est ouvert. Donc là, on a eu quelques questions en avant-première quand on a publié et communiqué dessus, mais l'idée, c'est que si vous avez des questions qui vous viennent en tête là pendant la présentation, surtout, il y a aucun tabou. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Pauline Thiboux pour aborder le sujet relatif au recouvrement judiciaire, parce que c'est vrai que dans le process, même si on a les meilleurs outils, les meilleures techniques, la meilleure stratégie, il se peut des fois qu'on n'arrive pas à aboutir, et donc il faut en dernier recours qu'il y ait un camion-balai solide avec une dimension judiciaire qui remet un peu toutes les pendules à l'heure. Et du coup, Pauline, je vais te laisser la parole pour nous présenter ce que tu fais, ton cabinet, qui tu es, et puis et comment ta solution s'intègre dans un process global de pilotage du poste client. Ça marche. Merci Jérémy, merci à MyDSO pour l'intervention. J'ai jamais été introduit en comparaison à voiture balai, mais camion balai, le camion. Je vais garder ça quelque part dans ma tête. Mais effectivement, l'idée. J'adore le Tour de France, c'est pour ça, parce que l'idée c'est d'aller vraiment en fait au bout du process, parce qu'en fait souvent nous on voit des clients une fois qu'ils ont fait leur recommandé, il se passe plus rien et qu'est-ce qu'on peut faire derrière en fait, c'est vraiment la question. Comment on fait une fois que j'ai envoyé mon recommandé et j'ai toujours pas de réponse, personne ne réagit, qu'est-ce que je peux faire? Donc pour vous contextualiser juste un petit peu en 2 secondes, donc moi je m'appelle donc Pauline Thiboux, je suis anciennement huissier de justice, j'ai exercé ce métier pendant 6 ans en qualité d'associé dans une étude à Grenoble. Donc j'ai une maîtrise parfaite des procédures judiciaires, de tout ce qui est le contentieux, les procédures, les mesures d'exécution forcée aussi. Et je suis associée sur Caprico-Véry avec Carole, qui a plus la fibre commerciale, relance client, vraiment tout ce qui est amiable. Voilà. Et on est
aussi positionner sur tout ce qui est préventif. Et en fait, ce que je vais aborder là, sur le recouvrement judiciaire, je vais vraiment mettre l'accent sur l'importance de soigner le avant, en fait. Parce que pour qu'une procédure judiciaire puisse avoir des issues positives et qu'on puisse exécuter une décision et encaisser derrière grâce au judiciaire, c'est quand même beaucoup lié à la qualité du dossier en amont. Donc, c'est vraiment ce que je vais vous présenter là. Nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les clients sur la sécurisation de leur trésorerie, donc par rapport au risque client, faire en sorte d'être payé le plus rapidement possible et avec le zéro impayé en fait par ses clients. Et donc il y a quand même plusieurs piliers qui rentrent en jeu: la relation commerciale, relation client, le cadre juridique, la gestion du cash avec les politiques et les stratégies financières en fait en gestion de risque client, et tout ce qui va être la posture, le leadership du dirigeant, la vision de l'entreprise, la culture aussi, la culture cash dans l'entreprise, hyper importante. Et on va voir qu'en fait sur toute la chaîne ça compte, et donc toutes les petites choses, et c'est plein de petites choses qui vont faire la différence également dans une procédure judiciaire. Donc en fait, déjà pour commencer un recouvrement judiciaire, il y a des conditions pour partir faire du recouvrement judiciaire. On n'y va pas comme ça en se disant tiens, je vais faire une procédure parce qu'il m'a pas payé. Il y a des conditions à remplir. Les premières conditions, c'est des conditions liées aux parties. Il faut impérativement savoir bien identifier les parties, donc c'est-à-dire le créancier et le débiteur, donc le client qui paye pas. Donc ça veut dire que déjà en amont, au tout début de la relation commerciale, il faut bien identifier à qui on a affaire. Donc ça veut dire une identification juridique, et pas un nom d'une enseigne ou le nom d'un cabinet secondaire, etc., ou d'une filiale ou quoi. Enfin, en fait, il faut vraiment savoir identifier qui est mon client, qui je dois facturer, et que cette personne soit précisément identifiée. Ensuite, il faut que ces personnes-là, que ce soit et le créancier, c'est pareil. Quand il fait une action en justice, il faut bien qu'il le fasse au nom de son entreprise, voilà, qu'il n'y ait pas de confusion des genres, pas de nom d'ancienne, etc. Il faut que ce soit très clair. Et ensuite, il faut avoir une capacité et un intérêt à agir. Typiquement, une capacité à agir, il n'y en a pas quand on est dans des procédures de liquidation judiciaire où l'entreprise va perdre sa capacité à agir et elle va être représentée par un autre organe. Donc ça, il faut bien faire attention, notamment sur la personne en face. Est-ce qu'elle a la capacité à agir et à se défendre? Est-ce que j'assigne la bonne personne, en fait, si je fais une procédure? Et l'intérêt à agir, il faut avoir un intérêt, et notamment l'intérêt dans un recouvrement, c'est d'être payé de sa créance. Donc c'est assez facile à démontrer. Et ensuite, il y a des conditions par rapport à la créance en tant que telle. Typiquement sur du recouvrement, une action en recouvrement, il faut qu'on ait une créance qui soit certaine, qui soit liquide, c'est-à-dire que son montant est déterminé, à minima déterminable. Il faut qu'elle soit exigible, c'est-à-dire qu'elle soit arrivée à échéance. Il ne faut pas qu'elle soit prescrite, et il faut qu'on ait démontré qu'on a fait des démarches amiables au préalable. Alors ça, c'est une condition qui n'est pas toujours exigée et obligatoire, sauf que de plus en plus, en fait, dans les juridictions, même après peut-être 3 mois de procédure d'échange entre avocats, etc., on arrive à l'audience et le juge vous dit « Non, mais vous voudriez pas essayer de vous concilier là et de trouver un accord amiable ?» Et en fait, c'est de plus en plus le cas. Donc, il faut impérativement montrer qu'on a déjà testé de faire ces démarches amiables. Donc, en fait, là, à ce stade, tout ça, ça se joue en amont. C'est-à-dire qu'en amont, dans toute la relation commerciale qu'on a avec son client, il faut arriver à tout prouver et à tout cadrer. Il faut que la créance, il n'y ait aucun doute sur le fait qu'elle existe, qu'elle est due, que le montant, on sait à combien il s'élève, qu'elle soit pas prescrite. Donc, il faut que tout soit tracé par écrit, qu'on ait des documents juridiques qui soient cadrés et qu'on ait fait ces démarches amiables. Et donc là, typiquement, l'envoi aussi d'une mise en demeure, c'est un peu la dernière tentative presque de « je tente une démarche amiable ». Par ce recommandé-là, ça fonctionne pas, c'est un peu le dernier rempart avant je bascule en judiciaire. Donc, c'est important de bien tracer ça pour ensuite pouvoir apporter des arguments à un juge. On va avoir plusieurs procédures qui vont s'offrir à nous. Et là, il y a un vrai choix à faire, c'est un choix aussi stratégique, parce qu'on peut avoir des procédures donc assez connues d'injonction de payer que je vous déroulerai un peu plus parce que c'est celle qu'il faudrait aller chercher le maximum de fois possible, parce que c'est une procédure qui est simple, rapide, pas très chère et qui peut être faite seule, sans avocat. Donc, vraiment, l'idée, c'est de se dire, dans un logiciel comme MyDSO, vous faites tous vos process de relance, vous faites votre mise en demeure avec votre recommandé, et à partir de là, vous basculez requête en injonction de payer. Par contre, les conditions sont super strictes, je vais vous les détailler après, et il y a un risque d'opposition, notamment s'il y a une contestation en face. Donc, c'est pareil, les contestations, ça se traite, et si on voit qu'il y a une vraie contestation sérieuse en face, on part pas en injonction de payer parce qu'on va se faire jeter, ou alors la personne en face, elle va faire opposition, et donc, au final, on aura perdu son temps. Après,
Après, on a des procédures de référé et au fond, une procédure de référé, c'est une procédure qui est rapide. En fait, on la fait souvent quand il n'y a pas vraiment de contestation sérieuse et qu'il y a un degré d'urgence. Mais que le dossier, il est peut-être pas hyper carré pour se dire que ça passe comme ça en injonction de payer, ou alors il y a quand même deux, trois sujets sur lesquels en face ça chipote un peu et on sait qui va faire opposition. Donc plutôt que de prendre le risque d'avoir une opposition, on fait une procédure de référé, ça va vite. Par contre, il y a potentiellement un avocat obligatoire au-dessus de 10 000 €, ou alors avocat quand même parce qu'il y a une audience, donc il faut se rendre à l'audience, ça prend du temps et il faut savoir répondre, notamment si en face il y a un avocat. Et au fond, l'avantage du fond, c'est qu'on a une décision définitive parce qu'en référé, le juge il rend une décision d'urgence et en fait, il peut revenir sur cette décision-là plus tard. Enfin, il peut y avoir une autre procédure en parallèle au fond qui pourrait revenir sur la décision en référé. Donc, il y a une sorte d'incertitude quand même autour de ça. Alors qu'au fond, comme le nom l'indique, on va au fond des choses. Et donc, du coup, là, le juge, il va venir trancher en ayant entendu toutes les contestations. Et donc, forcément, on est sur des durées qui sont plus longues et ça peut coûter plus cher parce que ça dure plus longtemps et puis parce qu'il y a des échanges un peu plus fournis entre avocats. Donc, il y a un coût quand même qui peut être assez important. Donc, il faut que ça vaille le coup. La procédure d'injonction… Pauline, du coup, à la lecture du slide précédent, on peut se dire finalement quand je suis en train de piloter mon poste client, faire mes relances, que j'ai suivi un process et que j'arrive à la mise en demeure, presque instinctivement, on peut se dire je vais quand même aller sur l'injonction de payer si on n'a pas connaissance d'un litige, si le client quelque part n'a jamais répondu à quoi que ce soit, c'est quand même peut-être l'injonction de payer qui reste le point d'entrée. En fait, il faut tout faire en amont pour se dire que s'il y a un litige, on va aller dans cette procédure-là. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer d'avoir des facturations qui permettent d'avoir des montants qui soient pas trop élevés à la fin, parce que plus c'est élevé, plus le juge se dit c'est quand même bizarre que la personne en face paye pas, il y a peut-être un loup quelque part. Donc, il faut essayer d'avoir des montants pas trop élevés de factures quand même. Ensuite, il faut prouver l'existence d'un contrat. En fait, c'est exactement ça, tu vois, c'est que l'injonction de payer, il faut que ce soit pour une créance qui a une cause contractuelle. Donc, il faut prouver l'existence d'un contrat. Donc, il faut des écrits, en fait. Il faut prouver qu'on a un accord du client sur la chose, sur le produit qu'on a vendu et sur le prix. Si on arrive à le prouver, ça, on peut partir en injonction de payer. Et il faut une mise en demeure. Elle est systématiquement demandée. Et souvent, ils demandent même une mise en demeure qui est acceptée, signée, reçue, en fait. Un accusé de réception, comme quoi la personne, elle a accepté la mise en demeure. Qu'elle en a bien pris connaissance. Ça passe aussi quand même d'avoir des mises en demeure qui sont avisées mais non réclamées ou refusées. Par contre, si elle n'est pas arrivée à destination et que la personne elle n'a pas été touchée parce qu'en fait ça a été défaut d'adressage ou comme l'avait dit Caroline sur le dernier là la preuve en blanc là la dernière en disant que ça n'a pas été délivré finalement. Preuve de non-distribution. Ouais. Voilà, une preuve de non-distribution, ça malheureusement en mise en demeure c'est pas recevable et donc ça marchera pas au niveau d'un juge. Donc il faut faire attention quand même avec ces mises en demeure. C'est hyper important dans l'injonction de payer. Si on n'en a pas, on peut pas faire cette procédure-là. On est rejeté tout le temps. Et c'est pour cette raison que tu parles en fait du process la qualité en amont, parce que même la commande, il faut avoir une commande, il faut peut-être avoir un accusé réception du client si c'est une livraison de produits et autres. En fait, toutes les pièces qui prouvent que le process amont est parfaitement respecté et que finalement la créance est bien liquide certaines. En fait, le truc vraiment idéal, c'est d'avoir un contrat signé, à minima un devis signé, des conditions générales de vente signées, c'est mieux, au moins qu'elles aient été présentées. Enfin voilà, qu'on montre qu'il y a au moins un minima devis signé et conditions générales. Bon de commande, bon de réception, de livraison, d'intervention, on l'appelle comme on veut, mais en gros, on prouve qu'on a fait la presta et une facture ou un petit mot au client, soit de satisfaction, soit de est-ce que vous avez bien reçu, est-ce que tout est OK, puis juste un OK en retour du client, ou un mail, on l'a relancé et puis on a un mail de sa part qui nous dit je vais vous payer, mais tatati, tatata, et on le garde, c'est hyper précieux parce que ça veut dire qu'il reconnaît la prestation, il ne la conteste pas, juste il ne peut pas la payer pour 1000 raisons. Et ça, en fait, c'est une preuve qu'il n'y a pas de contestation sur la prestation en tant que telle. Et donc là, du coup, le juge, il va rendre l'ordonnance d'injonction de payer. Donc, mais tout ça, ça se trace et ça s'improvise pas. Et donc, effectivement, dans tout le process de relance, il faut que toutes ces informations-là, on les retrouve et qu'on les retrouve en 2 secondes pour pouvoir constituer un dossier rapidement, pas perdre de temps et pouvoir déposer sa requête sans difficulté. Parce que du coup, ça se passe en plusieurs temps. On dépose la requête. Typiquement, on remplit un formulaire en ligne, on l'envoie en recommandé au tribunal avec les pièces. Le juge va rendre une ordonnance et cette ordonnance, elle va être portée à la connaissance du client par voie d'huissier de justice, donc maintenant commissaire de justice. Et ensuite, la personne, là, en face, elle aura 1 mois pour s'opposer
ou pas. Et si elle n'a pas des vrais motifs de contestation, souvent, ils ne s'opposent pas. Par contre, s'ils ont des vrais motifs de contestation, ils s'opposent. Mais s'il y avait des vrais motifs de contestation que vous connaissez, ben, il ne fallait pas partir dans cette procédure-là. Donc, c'est vraiment important d'avoir une vraie connaissance du dossier et pour savoir bien choisir la bonne procédure. Et si effectivement, il n'y a pas d'opposition, ben, ça déroule. Il y a ce qu'on appelle ensuite un certificat de non-opposition et ensuite, un huissier de justice peut exécuter et aller faire potentiellement des saisies. Le problème, c'est que j'enchaîne sur le recouvrement judiciaire parce que le recouvrement judiciaire, c'est pas juste j'obtiens une décision de justice. Le recouvrement judiciaire, c'est j'obtiens une décision de justice pour pouvoir avoir des moyens supplémentaires pour me faire payer. Et là, pareil, j'attire l'attention sur les personnes qui nous écoutent. Si vous avez un partenaire en recouvrement judiciaire, attention à ce qu'il soit bien câblé encaissement à la fin. Les huissiers de justice le sont, les avocats ne le sont pas tous. Il faut faire attention à ça parce que obtenir une décision de justice, en soi, c'est pas compliqué. Pas trop. Enfin, on y arrive, quoi. Par contre, exécuter une décision de justice, ça, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, du coup, avant, il faut déjà savoir, est-ce que l'entreprise derrière ou le client que je poursuis, est-ce qu'il est solvable? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir agir pour pouvoir obtenir la décision? Si on sait que l'entreprise, elle est au bord de la faillite, qu'elle est multi-poursuivie et qu'en fait, ils sont à 2 doigts de déposer le bilan, bon, il faut se poser les bonnes questions quand même. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce que le risque, il est financier aussi, quoi. Et inversement, si par exemple, je suis fournisseur d'une grosse structure, voilà, j'en nomme aucune, mais une grosse structure et qui m'a pas payé ma facture, alors je sais pertinemment que j'ai fait la prestation ou j'ai livré le produit, que tout est clean. Est-ce que d'envoyer une injonction, ça vaut le coup, ou alors on est face à un monstre qui va de toute façon balayer et puis ça peut s'arrêter là? Est-ce que il n'y a pas de je dirais de tabou Non, après, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Si c'est un très gros client qui est un gros client récurrent, ou qu'on a encore des dossiers en cours, etc., aller lui faire une procédure et lui bloquer ses comptes bancaires, sur les relations commerciales, ça peut se tendre un peu quand même. Ouais. Donc, du coup, il y a un peu ce côté-là à arbitrer, de dire est-ce que je fais une procédure contre ce gros client qui est peut-être aussi un client actuel encore, et donc j'ai pas forcément envie de me failliter avec, voilà. Ou est-ce que c'est un client, j'ai fait une presta et en fait il m'a pas payé, je compte pas retravailler avec lui, ou alors tant que c'est pas payé, moi par principe je retravaillerai pas avec lui. Là c'est pas parce que c'est un grand groupe qu'on peut rien faire, au contraire, ils sont solvables, ils sont solides. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils peuvent rien faire, qui ont peur, qui osent pas, alors qu'en fait il y a aucune raison. Il y aurait plein de pépites à partager avec des sociétés de recouvrement, et dont j'en ai une en tête où j'avais échangé une fois avec un confrère. Il avait fait une saisie contre BNP Paribas et ils avaient bloqué des comptes où il y avait des millions d'euros. Là, ça a vite rappelé, bizarrement. Le lendemain, la situation était réglée, quoi. Alors que ça faisait des mois qu'il est relancé et qu'il se passait rien. D'accord, excellent. Donc oui, on peut. D'accord. Donc il faut bien savoir si on est sur une entreprise qui est solvable ou pas. Donc ça, voilà. Et ensuite, il faut aussi savoir qu'il y a des obstacles à l'exécution. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que il y a des obstacles légaux, c'est-à-dire qu'il y a des biens qui sont insaisissables, notamment quand on poursuit des particuliers. Il va y avoir aussi un principe de proportionnalité. On ne va pas aller faire une saisie immobilière d'un immeuble d'une maison ou d'un appartement pour une créance de 3 000 €. Donc, il y a aussi ce principe-là de dire à un moment, on a certaines procédures qu'on va réserver à des très gros montants, d'autres à des plus petits. Il y a des obstacles procéduraux, des appels, des contestations des mesures qu'on va avoir faites, des demandes de délai, surendettement, procédure collective, et des obstacles extérieurs. Typiquement, on peut pas accéder à l'entreprise, l'entreprise ou le dirigeant, la personne qu'on poursuit a totalement disparu. Les gens qu'on sollicite, les banques ou quoi, ne nous répondent pas. Il peut y avoir plein d'obstacles qui font qu'en fait, il faut bien avoir en tête que oui, le recouvrement judiciaire, c'est un vrai levier et un vrai moyen de pression, mais les huissiers et les commissaires qui font les exécutions, ils n'ont pas de baguette magique et ils sont confrontés à des vraies difficultés de terrain et procéduraux qui font que la question de se dire est-ce que oui ou non j'engage une procédure, il faut vraiment bien la réfléchir. Et c'est une opportunité. Voilà, il y a plusieurs choses qu'il faut balayer. C'est le montant de la créance, l'attitude du client débiteur en face, l'activité aussi, est-ce qu'il est toujours en activité ou pas, sa santé financière et ses ressources en interne aussi pour est-ce que seul ou avec les partenaires que j'ai qui peuvent m'accompagner sur ces sujets, est-ce que je suis en mesure de suivre et puis de mener cette procédure. Et en fait, c'est une balance à faire entre tout ça et vraiment l'amont est essentiel parce que quand on a réussi à obtenir, en fait, quand on a des informations sur tous ces sujets, on peut se décider vite. Sauf que quand on a des infos partout,
on ne sait pas comment faire. Et en fait, piloter quand on a des inconnus, c'est compliqué. Donc, l'idée, c'est de soigner l'amont au maximum pour que les procédures judiciaires, on sache très vite si oui ou non on en fait une, et laquelle, et combien ça va nous coûter, et quelles sont nos chances d'y arriver. Voilà. Et c'est ces questions-là auxquelles il faut arriver à répondre pour faire un recouvrement judiciaire. Voilà. Ouais, super clair, Pauline. Alors, j'ai quand même une petite question là qui avait été posée en amont. En fait, pour revenir sur la dernière étape du précontentieux, finalement, une mise en demeure qui n'aurait pas été réclamée, enfin entre guillemets, comment ça marche? Je dois enclencher ma procédure qu'à partir du moment où toutes les étapes précédentes sont nickel. Et entre le client débiteur qui réclame pas sa lettre en face, enfin pas qui réclame pas, mais qui est pas touché en fait, qui lui a pas été distribué. En fait, ce qu'il faut faire, c'est de mandater là un commissaire de justice et de lui faire délivrer ce qu'on appelle une sommation de payer. C'est la même chose entre guillemets. On va me taper dessus, mais bon, c'est globalement ça sert à la même chose. Ouais. Mais c'est un commissaire de justice qui va sur place, qui se déplace, qui cherche par tous les moyens possibles de retrouver la personne. Et là, en fait, on montre à un juge que nous, en tant que créancier, on a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de toucher la personne et de l'informer qu'on allait faire une procédure. Maintenant, si la personne, elle a décidé de se cacher et qu'elle ne fait pas face à ses responsabilités, c'est plus notre faute. Et donc, du coup, là, on peut aller faire une procédure. Ok. Et du coup, alors, la question qui revient souvent, c'est finalement une procédure, je dirais, entre guillemets, standard, ça dure combien de temps et combien ça coûte, finalement alors, standard, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais en gros, voilà. Tu vois, une procédure d'injonction de payer, par exemple, s'il n'y a pas d'opposition, tu vas déposer ta requête, tu vas avoir si tu es au tribunal de commerce, en plus, franchement, ça va hyper vite. En même pas, 3 semaines, tu as une décision. Tu la signifies, l'huissier, s'il est réactif, il fait ça en 8 jours, 8-15 jours, donc tu vois, tu as, on va dire 3 semaines, on va dire 1 mois et demi. Ton certificat, il a 1 mois pour faire opposition, tu as 2 mois et demi. On va dire qu'en 3 mois, tu as une décision exécutoire, c'est-à-dire tu peux la donner à l'huissier pour qu'il fasse des saisies. Donc en 3 mois, tu peux avoir une décision et l'injonction de payer, si tu l'as fait seule, c'est 33 € de frais de greffe. Donc en fait, ça ne coûte rien. Et après, il y a les frais d'huissier de justice, mais des frais d'huissier de justice, grosso modo, si on veut avoir toutes les chances d'obtenir une décision, il faut être prêt à exposer entre 400 et 500 € de frais qui potentiellement restent à la charge du créancier si l'entreprise en face ou le client en face est insolvable. Donc, du coup, voilà, c'est pas non plus ça. Donc, du coup, voilà, on s'expose pas à un enjeu financier énorme, à se dire, tant pis, j'y vais pas, je préfère. Sur l'injonction de payer, voilà. Sur l'injonction de payer, c'est pour ça qu'il faut soigner le début, parce que du coup, l'injonction de payer fait que c'est pas un engagement fou. Après, les autres procédures, souvent, c'est par avocat. Et là, il faut trouver des avocats. Moi, je trouve qu'il y a acceptent de travailler au forfait. Comme ça, au moins, on sait d'avance combien va nous coûter une procédure. Et combien ça dure, ça dépend. Ça peut être un référé, ça peut être 6-8 mois. Max, même des fois moins, ça peut être 3 à 9 mois, on va dire. Et le fond, ça peut être plus long quand même. Ça peut aller jusqu'à 9 mois, 1 an ou plus. Non, mais c'est vrai que finalement, les délais que tu donnes, là, si l'amont est parfaitement bien mené, c'est pas aberrant. C'est-à-dire que, parce que c'est vrai qu'un an, si on facture, si on a des clients et qu'à un moment donné, il y en a un malheureusement dans le lot qui fait 2 ronds et qui ne souhaite pas payer alors qu'il est solvable et qu'il n'y a pas de litige, c'est faire un abandon de créance, c'est dire tant pis, on passe en perte et puis on a tout fait pour rien, c'est quand même dommage, même s'il faut attendre 9 mois pour être payé, c'est pas grave. Surtout qu'une injonction de payer, ça coûte rien. En vrai, même pour 800 €, on peut la faire. Ouais, c'est ça. Non, il y a un vrai gap et un intérêt à mener les actions jusqu'au bout. Et pour moi, c'est vraiment une démarche de pilotage, puisque ça va du préventif jusqu'au recouvrement judiciaire si besoin est. L'idée, bien sûr, c'est d'arriver en amont à rester dans l'amiable et que tout se déroule au mieux, ça c'est clair, mais on sait tous, et quand on regarde les balances des uns et des autres, qu'il y a des créances qui sont passées en jachère du plus 120, 180, 200, 300 jours de retard et compagnie. Non, mais il faut pas travailler. Et puis même, en fait, en procédure, et j'arrêterai là-dessus, mais plus tu vas faire une procédure sur une créance qui est vieille, plus les juges, si tu veux aussi, ils se disent, mais soit pourquoi vous n'êtes pas réveillé avant, ou alors, en fait, ça fait une sorte de doute. Et aussi, vous demandez des intérêts, en fait, vous les avez pas parce qu'ils vont vous dire, c'est facile de demander des intérêts alors que vous avez attendu 2 ans avant de faire une procédure. Donc, en fait,
C'est tout à fait ça, c'est vrai. C'est plus on laisse glisser les choses dans le temps, moins on a de crédibilité vis-à-vis des. Il ne faut pas improviser, autres. quoi. En fait, c'est vraiment des sujets sur lesquels, quand on improvise, on perd du temps, on perd de l'énergie, on perd de l'argent. Il ne faut pas improviser, il faut savoir exactement comment ça déroule, qu'est-ce qu'on a à faire. Mise en demeure, elle est partie, ça n'a pas été payé, il faut que je sache exactement ce que je fais derrière. Donc le mieux, c'est de faire appel quand même à des experts aussi dans ce domaine. Bah oui, parce que là, finalement, on a même sur des sujets d'expertise et tout le monde ne peut pas tout maîtriser, quoi. C'est clair. Voilà. Ben, merci beaucoup, Pauline, pour cette présentation là, sur tout ce volet qui est hyper important et qui amène à réfléchir. Et je pense que ceux qui nous écoutent doivent se dire, tiens, peut-être qu'il y a certaines de nos vieilles créances, on aurait dû réagir plus tôt. Et maintenant, on va ramer comme des ours pour essayer de se faire payer. Et en plus, ça prend du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'insatisfaction. Enfin bref, tout est malsain dans une démarche menée trop tard et pas dans le bon rythme. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, le fait d'avoir eu Caroline et Pauline, on s'est laissé un petit peu embarquer par le temps parce que c'était hyper intéressant ce que vous nous avez présenté. Donc là, il est 40. Normalement, on pensait s'arrêter vers 45 pour avoir les questions-réponses. Donc, je vais essayer d'être rapide de mon côté parce que mon objectif, c'était surtout d'accueillir Caroline et Pauline et de pouvoir montrer un peu la synergie avec MyDSO Manager. Donc, alors moi, c'est Jérémy Yao, je suis directeur commercial et projet chez MyDSO Manager. Alors, en quelques mots, notre histoire, on existe depuis 2015. On est localisé à Mélan, c'est près de Grenoble, pour ceux à Innovalet, ceux qui connaissent pas la région. On fait 50% de notre chiffre d'affaires à l'international, dans 85 pays. Donc, on est multilangue, multi-entité, multi-devise. Et on est devenu un des premiers acteurs européens en nombre de clients. Donc, on est vraiment content puisqu'on a franchi le cap des 1800 clients avec de belles signatures et donc, que ce soit des grosses ou des petites sociétés. Donc, on n'est pas du tout dans la conquête uniquement de gros groupes. Mais c'est vrai que le multi-entité amène des choix qui sont faits surtout par des structures un peu massives, mais MyDSO Manager peut être utilisé par toute structure. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi je tenais à ce que Caroline et Pauline nous présentent ce qu'elles apportent, c'est qu'en fait, pour moi, les dimensions du credit management, le suivi du cash, d'une part, la gestion du risque et j'appelle ça un volet automatisation, mais en fait, c'est la synergie entre tout ce qui peut se passer transversalement le pilotage des litiges. En fait, on est vraiment dans une approche de type process. Et je vous montrerai un petit peu rapidement dans l'outil comment ça marche, mais vraiment très rapidement, puisque je vais avoir 43 secondes. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que MyDSO Manager s'inscrit comme entre guillemets une évidence dans un process pour piloter son poste client, mais que seul l'outil ne se suffit pas à lui-même et que c'est vrai qu'avec des partenaires tels que AR24, avec Cap Recovery, ça permet d'apporter des dimensions complémentaires qui complètent ce qu'on nous amène à travers les fonctionnalités. Donc, quelques chiffres, mais ça, c'est pour faire un petit peu écho à ce que disait Caroline. C'est vrai que là, on gère maintenant 128 milliards de factures payées. Même nous-mêmes, on est surpris quand on voit les volumétries, parce que finalement, ça fait beaucoup de chiffres. Et on imagine clairement que dans ces 128,8 milliards, c'est important les 1,8 parce qu'on va bientôt franchir les 129, on a besoin de pouvoir envoyer des courriers électroniques, on a besoin de recouvrement judiciaire aussi, on a besoin aussi bien sûr d'amiable et de pilotage, mais donc c'est clair que derrière tout cet argent qui circule entre les entreprises, tout se fait pas simplement avec grande simplicité. Donc il faut des outils, il faut des méthodes, il faut des process. Donc je vais pas vous lister tous les indicateurs ici, mais voilà, sachez que ça brasse beaucoup. Et pour ce faire, je disais tout à l'heure qu'on peut pas être complètement seul dans ce monde digital. Donc on est interconnecté avec un ensemble de services assez important, voire très important maintenant, parce qu'au début, en 2015, on était un petit peu à taper aux portes en disant est-ce que vous voudriez potentiellement avoir un connecteur, ce qu'on appelle des connecteurs sur notre plateforme pour apporter un service complémentaire à nos clients. Aujourd'hui, on vient taper à notre porte en disant on aimerait bien apparaître sur votre plateforme. Donc ça va aller des solutions de jet pour avoir vos duplicates en ligne, bien sûr toute la dimension éditique avec en particulier R24 sur les envois de recommandés électroniques, les envois de lettres simples électroniques, en tout cas
dématérialiser complètement vos process de courrier. Le courrier papier, c'est fini. Les dimensions du recouvrement contentieux avec Après-Recovery qui peut aussi faire des audits et qui peut prendre certains dossiers en charge si vous avez des besoins spécifiques et pour amener de l'expertise, de l'assurance crédit, des solutions de paiement. Donc, toute une constellation de connecteurs qui font qu'aujourd'hui, MyDSO Manager a vraiment une force de frappe qui va au-delà entre guillemets, du simple pilotage du poste client, puisque tous ces services apportent plus et qui sont extrêmement appréciés par nos clients et par les clients de nos clients, parce que c'est des services qui sont aussi apportés à leurs propres clients, donc transversalement une satisfaction client qui ne cesse de croître. Et qui dit satisfaction client, Pauline en parlait sur la qualité de l'amont, si vous avez des clients satisfaits, vous avez des clients qui vous payent. Et ça, c'est vraiment important. Donc, si Jérémy, on parle oui. Jérémy, si jamais on utilise d'autres systèmes que ceux qui sont là dans cette constellation, c'est possible de les connecter quand même? Ah oui, alors très bonne question. Alors c'est vrai que si vous avez effectivement une solution de paiement ou enfin autre chose qui serait pas présent dans notre constellation, bien évidemment notre équipe IT peut travailler sur l'API et faire en sorte que la constellation s'enrichisse de cette nouvelle solution et qui sera proposée potentiellement à d'autres clients, parce que on se dit si on a un, c'est qu'il y en a au moins deux. Alors là, je fais juste un petit zoom sur le volet AR24, puisque en fait, quand on le disait, c'est vrai que vous allez construire votre courrier donc dans MyDSO Manager. Donc très simplement, ça va être du CTRL-C, CTRL-V si vous avez des textes qui vous plaisent. Vous pouvez mettre du gras, mettre des balises hashtag qui vont remonter des informations. Enfin, vous avez vraiment une souplesse de fabrication. En fait, le plus difficile, c'est pas de faire, c'est de vous dire mais qu'est-ce que je veux faire. Et après, vous aurez un clic sur un bouton, envoyer le courrier via AR24 et derrière, bingo, ça part exactement comme vous l'a expliqué Caroline, en automatique, avec la traçabilité, l'historique, avec les accusés réception à tous les niveaux, avec la simplicité d'archivage. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, tout ça, c'est intégré dans la solution. Donc, du coup, quand on dit solution, je vais juste, là, je suis en dépassement, mais me décrocher sur réellement une toute petite partie de solution. Donc, en fait, ici, MyDSO Manager, en quelques mots, donc je vous disais, on est multi-entité, multilangue, multi-devise. Donc, vous pourrez avoir toutes vos entités sur une même plateforme. Je rentre dans une entité. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour avoir je ne sais pas si vous voyez affiché sur Livestorm, parce qu'il y a un petit décalage, je crois, de chargement entre ce que je vois moi sur mon écran et ce qu'il y a sur le vôtre, mais ça devrait être bon. Là, on a des statistiques, Jérémy. Voilà, vous avez des statistiques, c'est ça. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de dire, si aujourd'hui, on a du courrier électronique, si on a des solutions de recouvrement judiciaire amiable, d'une qualité de l'amont, à un moment donné, c'est pour rentrer le cash, c'est pour prévenir le risque, c'est pour gérer les litiges. Et donc, dans MyDSO Manager, vous aurez bien sûr toute une constellation de dashboards orientés performance pour vous donner de la vision sur du prédictif d'encaissement, sur l'évolution de vos encaissements, sur des statuts des pièces, sur l'évolution de vos retards, les encours, les balances âgées. Donc, tous ces reportings qui sont aussi disponibles ici en ligne jusqu'à aller voir vos profils payeurs. Pauline en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est hyper important d'avoir une lecture et une compréhension de qui sont nos clients, comment ils se positionnent, comment ils évoluent, donc en termes d'évolution des profils. Et ça, c'est dans MyDSO Manager pour vous donner une lecture et une appréciation de votre portefeuille client dans un contexte global et de faire en sorte donc que vous ayez le pilotage le plus rapproché possible. Petit élément dont je voulais parler et après j'arrête. Bien sûr, tout ce qui est mené se fait par une orchestration d'actions que vous allez mettre en place dans MyDSO Manager. Je m'explique. En fait, imaginons que vous soyez un fan des emails, emailing qui reste quand même le média le plus utilisé et le plus performant en termes de force de frappe. Vous pourrez envoyer un email à vos clients. Et quand je dis envoyer, en fait, tout est prêt. Vous n'avez plus qu'à
sélectionner votre email, vous dire, ben voilà, j'ai mes informations qui sont en ligne, j'ai mes duplicata de factures qui sont attachés, je peux offrir un portail à mon client pour qu'il aille se décrocher sur son propre portail et voir quels sont ses retards, quels sont ses encours, quel est le nombre de pièces, qui le suit. Il peut bien sûr reconsulter ses duplicata en ligne, il peut vous répondre en ligne et même venir qualifier lui-même ses factures, donc en disant je confirme le règlement par une promesse de règlement, ces pièces sont en cours de traitement ou je conteste ces pièces. Donc c'est vraiment là aussi quelque part ça sera des preuves en amont si le client vous confirme le règlement à un moment donné et derrière finalement il l'a simplement confirmé, vous voyez jamais arriver le cash sur les comptes, pour pouvoir vous servir de ces éléments et dire mais attendez, vous vous étiez engagé à payer, vous l'avez pas fait, j'ai une trace ça, puisque bien sûr toutes ces informations sont en ligne, sont accessibles 24/24 depuis votre PC, votre tablette, votre téléphone, puisque c'est en responsive, par tous les acteurs du process order to cash, puisqu'on est en utilisateur illimité. L'idée, c'est vraiment de pouvoir redescendre et de partager et d'avoir une dimension communautaire, parce qu'il n'y a pas que les gens de la finance qui sont en charge de rentrer du cash, c'est aussi une mission, je dirais, d'entreprise, en tout cas potentiellement commerce et ADV, pour pas les nommer, qui sont aussi très impliqués, et bien sûr la direction. Donc voilà, du coup, ça vous donne cette vision. Et derrière, j'ai toute cette dimension de courrier, de médias de type téléphone, email interactif, la visite client, et j'orchestre tout ça au sein de ma plateforme pour avoir de la visibilité et être en mesure en quelques mots, de me dire ma balance AG, quelque part, elle doit ressembler. Là, je vais vous l'afficher sur votre écran. Je pense que ça ne devrait pas tarder à apparaître, parce que je l'ai déjà ici. Elle doit ressembler à une balance AG au moins avec ce look-là, c'est-à-dire surtout pas une balance AG dite en U, c'est-à-dire les créances qui sont vieilles et qui sont pas payées et qui repartent à la hausse parce que finalement j'abandonne. Et typiquement, pour les actions, il faut avoir envoyé les courriers au bon moment, le recommandé électronique, la traçabilité, et pouvoir ensuite à un moment donné dire je bascule dans l'injonction ou pas. Mais en tout cas, je ne vais pas avoir potentiellement un paquet comme celui-ci qui se trouverait là à plus de tant de jours parce que quelque part j'abandonne et après je me dis qu'est-ce qu'on fait? On passe en perte, on laisse végéter, puis on verra en 2025, en 2026. Donc c'est ça surtout à éviter drastiquement. Et donc avec MyDSO Manager et nos partenaires, l'idée c'est que vous ayez quelque chose qui soit clean et que vous fassiez plaisir. Voilà, du coup, je vois qu'il est 52. Alors, je vois qu'on a une question de prix. Je vois, Sébastien, question de prix. Là, si vous pouviez un tout petit peu préciser. Dans le chat, il y avait question de prix. Alors, voilà, il y a... Je pense que c'est je pense que c'est par rapport au message d'avant. Sébastien Dicard, d'abord, le client veut... Ah oui, d'accord. Je pense que voilà, c'est la continuité. Oui, ok, parfait, ouais, j'avais pas vu le message d'avant, parfait. D'accord. Donc, effectivement. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions, du coup. Alors, on va voir s'il y a d'autres questions. Et puis, on peut avoir des questions privées aussi qui sont envoyées et pas affichées. Ah, je vois qu'il y a une question sur le recouvrement judiciaire en privé. Là, est-ce que aussi à l'international, ça peut fonctionner pour Pauline? Désolée, j'ai eu une micro-coupure et j'ai pas entendu. Donc, à l'international, est-ce que ça peut fonctionner le recouvrement judiciaire? Oui. Oui, bien sûr. En fait, ça c'est pareil. Il faut vraiment aussi cadrer ses contrats et ses conditions générales de vente quand on travaille à l'international et essayer au maximum d'intégrer des clauses dans lesquelles on donne attribution de juridiction aux juridictions françaises. Et au droit français et aux juridictions françaises, parce que ça, quand même, ça change tout. Parce que quand il faut faire une procédure en France, c'est quand même beaucoup plus pratique pour nous, plutôt que d'aller faire des procédures à l'étranger. Enfin, ça coûte moins cher, on maîtrise mieux, etc. Après, à l'étranger, on peut effectivement aller faire des procédures, notamment en Union européenne. Il y a ce qu'on appelle la procédure d'injonction payée européenne, qui est tout à fait accessible. Alors,
peut-être pas en tout seul, parce que c'est quand même un tout petit peu plus technique, mais n'importe quel commissaire de justice maîtrise ça parfaitement, donc c'est tout à fait possible de faire une procédure d'injonction de payer européenne. D'accord, très bien. Et en parallèle, j'en avais une autre petite privée qui m'est arrivée sur le coût moyen d'un courrier recommandé électronique. Parce que tout à l'heure, Caroline, tu parlais de coût. Oui, alors en réalité, il n'y a pas de coût moyen, c'est vraiment un tarif unique, voilà, quel que soit le nombre de documents qu'on intègre dans le courrier. Et donc, le tarif de l'ERE, c'est 2,49 €, tout inclus. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de surcoût, c'est vraiment le. D'accord, ah oui, c'est d'accord, donc c'est un forfait ok. Avec toute la prestation inclus, oui. Et pour le comparer, alors du coup là, c'est moi qui, du coup, ça me fait poser une question, pour le comparer par rapport au plastique papier à recommander, ça coûte combien aujourd'hui? Alors, à minima, alors là, en effet, c'est en fonction du nombre de documents, puisque c'est par rapport au poids. À minima, on est aujourd'hui à 7 € pour un courrier recommandé. D'accord. Ah ouais, donc ouais, c'est vraiment drastiquement plus bas. Le tarif, oui, on va du simple au triple, en fait. Ouais, du simple au triple, sachant qu'en plus, là, tu dis c'est à minima, ça veut dire que des fois, quand on doit joindre un bordereau d'expédition, un machin et tout le bazar accès au poids, là, on peut vite arriver aux 10 € sur le... Complètement. Complètement. Ouais. Et puis, on le sait aussi, les tarifs postaux évoluent chaque année. Donc, forcément, l'écart aussi est amené à se creuser entre le recommandé électronique et le recommandé papier. Bon, super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, il est 56, donc on veut respecter le timing. Est-ce qu'on a été clair? En tout cas, moi, j'en profite pour vous remercier pour votre participation à ce webinaire, d'avoir apporté votre expertise dans le domaine. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Et l'idée, c'est de poursuivre. On en fera sûrement encore, puisque c'est... Ah, j'ai un petit bip qui m'est arrivé. Non, je pense on fera encore parce qu'on peut ensuite zoomer sur des problématiques en particulier, peut-être voire carrément être dans une démo complète où on ferait tout le process, vous faire. On a des petites idées aussi de webinaires qu'on peut mettre en place sur des aspects peut-être encore plus terrain entre guillemets pour vous donner du partage d'expérience et voir si vous vous retrouvez à travers ça et pouvoir potentiellement nous challenger sur des sujets qui seraient les vôtres. Bon, mais je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions, donc on va peut-être stopper. Je ne sais pas si Caroline ou Pauline, vous voulez rajouter quelque chose? Pour ma part, je voulais juste te remercier aussi, Jérémy, et puis remercier MyDSO Manager pour mon intervention, pour l'invitation à participer au webinaire. Ouais, merci. Pareil, exactement pareil. Merci Jérémy, merci à Yalda aussi, à MyDSO. C'est toujours un plaisir d'intervenir à vos côtés sur ces sujets-là, sur cette partie obscure. Merci. Merci à Yalda aussi. Passez une bonne journée, puis à bientôt. Et à bientôt. au revoir aux auditeurs. Merci. Au revoir. Au revoir.